Le triangle de Karpman et comment rester dans son centre. Vous est-il déjà arrivé de sortir d'une conversation complètement vidée, frustré, sans même comprendre pourquoi? D'avoir cette impression désagréable d'avoir joué un rôle qui n'était pas le vôtre, comme si vous rejouiez sans cesse la même scène, que ce soit avec votre conjoint, vos enfants, vos collègues ou encore avec votre direction. C'est peut-être parce que vous étiez sans le savoir piégé dans ce qu'on appelle le triangle dramatique. Je suis Patricia Mourlande, thérapeute intuitive et facilitatrice d'expériences extrasensorielles. Et dans cette vidéo, nous allons mettre un grand coup de projecteur sur ce qu'est ce triangle dramatique et vous allez recevoir des pistes concrètes pour rester dans votre centre et transformer ces dynamiques épuisantes en relations apaisées. Cette sensation de tourner en rond dans un conflit, c'est ce que le psychiatre Stephen Karpman a mis en lumière dès 1968. Il a découvert que la plupart de nos prises de tête suivent un scénario prévisible, un jeu psychologique inconscient où l'on finit toujours par prendre l'un de ces trois rôles: la victime, le persécuteur ou le sauveur. Ce jeu est destructeur car il finit toujours mal, il n'y a jamais de gagnant. Tout le monde en sort avec une sorte de goût amer, un mécontentement, une frustration. Et le pire, c'est qu'on apprend ces rôles très très tôt, souvent dans notre famille où on rejoue en pilote automatique encore une fois. Mais la bonne nouvelle, pour en sortir, c'est de réaliser qu'il existe. Aujourd'hui, je vous invite à mettre tout ça en lumière. Qu'est-ce que le triangle dramatique? Imaginez une petite scène de théâtre avec trois personnages. Leurs rôles sont tellement bien définis qu'ils s'attirent, ils se répondent les uns les autres et ils créent une sorte de drame sans fin. Ce théâtre, c'est ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Et pour comprendre comment le désamorcer, il faut d'abord bien connaître chacun des acteurs. Je vais vous les présenter. Le premier rôle, c'est la victime. Mais attention, et c'est super important de faire la différence, on parle ici d'un rôle psychologique et pas d'une personne qui subit des véritables agressions ou des injustices. Donc, la victime. Dans ce triangle, c'est une posture. On le reconnaît à son sentiment d'impuissance. La victime se sent submergée, perturbée. Elle subit la vie. Et ses phrases favorites sont « Ah, c'est toujours moi. C'est toujours sur moi que ça tombe. Ah non, j'y arriverai jamais. Hein. Ah, mais personne ne me comprend. » Et la victime se plaint beaucoup. Elle cherche la pitié et l'attention, car au fond, elle manque d'estime d'elle-même. Elle a besoin de reconnaissance. Et le bénéfice caché de ce rôle, elle n'a pas à prendre de responsabilité. En se montrant faible et impuissant, elle attend inconsciemment que quelqu'un vienne la secourir. C'est une perche qu'elle tend à notre deuxième personnage que je vous présente maintenant. C'est le sauveur. Le sauveur, c'est le chevalier blanc, le Zorro de service. Il ne peut pas s'empêcher d'aider, même si on ne lui a rien demandé. Et il voit la victime en détresse. Il se sent donc obligé d'intervenir. Ses répliques typiques sont « Laisse, je vais le faire pour toi. T'inquiète, je m'en occupe. Heureusement que je suis là. » Le sauveur a un besoin maladif de se sentir utile et valorisé. En aidant les autres, il se donne une belle image de lui-même
Mais surtout, ça lui évite de regarder ses propres problèmes en face. Sauf que son aide est une fausse aide. En agissant à la place de la victime, il la maintient dans sa dépendance et dans son sentiment d'incapacité. Il la déresponsabilise et sans s'en apercevoir, il renforce son rôle de victime. Donc le sauveur a besoin d'une victime pour exister. Le troisième rôle, c'est le persécuteur. Il est parfois aussi appelé le bourreau. Le persécuteur est celui qui pointe du doigt, qui critique et qui juge. Il incarne la figure d'autorité, rigide. Ses phrases favorites sont « C'est de ta faute, tu aurais dû le savoir, tu es vraiment incapable ». Le persécuteur a besoin de se sentir supérieur et en contrôle pour exister. Il lui faut une victime pour projeter ses propres frustrations. Il fixe les règles, il punit ceux qui ne le suivent pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le persécuteur n'est pas toujours une personne. Ça peut être une maladie, une addiction, une situation professionnelle difficile. Tout ce qui nous met en position de subir peut jouer le rôle de persécuteur. Le génie de Cartman a été de montrer que ces rôles ne sont pas fixes. En plein milieu d'une conversation, les acteurs peuvent changer de rôle. Et c'est là que le drame devient un véritable carrousel infernal. Par exemple, un manager, sauveur, voit un de ses collaborateurs victime, galérer sur un dossier. Il dit « Laisse, je vais finir ton travail, tu n'as pas l'air de t'en sortir ». Il le sauve, mais le lendemain, agacé de devoir toujours faire le manager, il se transforme en persécuteur. C'est pas possible, on ne peut jamais compter sur toi. Et le collaborateur, d'abord victime, se sent attaqué et peut basculer à son tour dans le rôle de persécuteur. En répliquant par exemple « Ah, si vous me formiez, on n'en serait pas là ». Et voilà que le manager devient la victime de son collaborateur. Donc vous voyez où est le piège. C'est un cycle sans fin qui pompe toute votre énergie et qui bousille votre communication. La solution, c'est comment rester dans son centre. Maintenant qu'on a mis le piège en lumière, comment on fait pour ne plus tomber dedans? La solution tient dans la posture de rester dans son centre, dans le centre du triangle, mais dans votre centre à vous aussi. Rester dans son centre, c'est tout simplement refuser de monter sur la scène de théâtre. C'est adopter une posture d'adulte, une posture responsable, qui n'est ni plus faible, ni supérieur, ni le sauveur du monde. C'est une posture d'équilibre, d'authenticité et de souveraineté. Donc voici 3 conseils pratiques pour y arriver. Conseil numéro 1. Devenir un observateur actif. La toute première étape, la plus importante, c'est de devenir un observateur de vous-même. Apprenez à repérer en direct les invitations à entrer dans le triangle. Quand un collègue débarque dans votre bureau en se plaignant pour la énième fois de sa charge de travail, reconnaissez l'invitation à devenir son sauveur. Cette observation doit se faire sans vous juger. Il ne s'agit pas de se dire « Oh non, je suis encore en train de me faire avoir et de faire mon sauveur ». Non, dites plutôt « Tiens,
je reconnais ce schéma. Juste ça, ça crée un espace entre l'invitation et votre réaction. Et dans cet espace, il y a votre liberté de choisir une autre réponse. Observez-vous pendant une semaine. Quel est votre rôle de prédilection? Victime, sauveur ou persécuteur? On en a toujours un qui prime. Connaître votre rôle de départ est une info en or. Conseil numéro 2. Refusez poliment le rôle une fois l'invitation repérée. Donc ce deuxième conseil est de refuser consciemment. Il ne s'agit pas d'être agressif ou de rejeter l'autre, mais simplement de ne pas jouer la partition qu'on vous demande. Si on vous invite à être sauveur, la personne en face se plaint. Au lieu de dire « laisse, je vais le faire », posez une question qui remet de l'action. Par exemple, « Ah, je comprends que ce soit difficile pour toi, mais qu'est-ce que tu as prévu pour régler ça ?» Ou bien, de quoi as-tu besoin de ma part pour y arriver par toi-même? Donc vous montrez de l'empathie, mais vous ne prenez pas le singe sur vos épaules. Vous redonnez à la victime son pouvoir d'agir. Et si on vous invite à être victime maintenant? On vous persécute. Au lieu de vous justifier ou de vous plaindre, restez factuel et exprimez ce que vous ressentez. Ah ben quand tu me dis ça, c'est de ma faute. Je me sens un peu accusée quand même. Et ça ne m'aide pas. Est-ce qu'on peut regarder les choses ensemble pour comprendre ce qui s'est passé? À ce moment-là, vous refusez l'étiquette de coupable et vous ramenez le débat sur un terrain neutre. Si on vous invite à être le persécuteur, la victime cherche un coupable. Refusez de blâmer qui que ce soit. Au lieu de critiquer, cherchez à comprendre. Je vois que tu es en difficulté, mais je ne suis pas responsable de ça. Si on parlait du comment tu peux avancer, à ce moment-là, vous refusez de jouer le méchant et vous court-circuitez le jeu. Conseil numéro 3. Communiquez de façon authentique et responsable. Le troisième pilier pour rester centré, c'est de transformer votre façon de parler. Le langage du triangle, c'est le langage du tu. Et c'est un tu qui tue. Tu es, tu fais. Le langage de l'adulte centré, c'est le langage du je, qui exprime un ressenti personnel, sans agresser l'autre. C'est le principe de base de la communication non violente. Et la structure de cette communication non violente, elle est simple. C'est l'observation, le sentiment, le besoin et la demande. Ce qu'on appelle OSBD. Au lieu de dire à quelqu'un en mode persécuteur « Tu es tout le temps en retard, c'est insupportable !» À ce moment-là, vous pouvez dire en observateur des faits « Je vois qu'on avait rendez-vous à 9h et qu'il est 9h15. » Dans le sentiment, ce que ça fait, je me sens un peu stressée. Maintenant, dans le besoin, ce qui est important pour vous, parce que j'ai besoin de ponctualité pour me sentir respectée et pour surtout bien m'organiser.
et dans la demande, claire, ouverte à la discussion. Serais-tu d'accord pour m'envoyer un petit message la prochaine fois que tu sens que tu vas être en retard? Donc vous voyez la différence. Utiliser le « je » vous ancre dans votre centre, car vous prenez l'entière responsabilité de vos émotions et de vos besoins. Ce n'est plus la faute de l'autre si vous vous sentez mal. C'est la clé pour bâtir des relations basées sur le respect mutuel. Sortir du triangle de Karpman, c'est choisir une nouvelle hygiène de vie. C'est rester centré, conscient et responsable. En cessant de blâmer, de sauver ou de se plaindre, vous protégez votre énergie et ouvrez la voie à des relations d'égal à égal, d'adulte à adulte. Les conflits ne disparaîtront pas, mais ils cesseront d'être des drames. Ils deviendront plutôt des opportunités de compréhension, des opportunités même de croissance partagée. La prise de conscience est la première étape. Alors je vous lance le défi suivant. En vous observant honnêtement, quel rôle avez-vous le plus tendance à jouer dans vos relations? Partagez votre prise de conscience dans les commentaires si vous le souhaitez. Lire les expériences des autres est souvent un miroir très puissant pour évoluer. Et si ce sujet vous parle et que vous voulez d'autres pistes pour cultiver des relations plus saines, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et surtout, restez dans votre centre.